L'automne s'installe doucement au potager, vous vous demandez quoi faire en ce début d'octobre. Ne bougez pas, on voit cela ensemble. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Dans cette vidéo, nous verrons ce que l'on peut semer en octobre, que ce soit en pleine terre ou au chaud. Ensuite, on verra ce que l'on peut planter en octobre, avec en détail la plantation du romarin et sa fiche de culture. Puis dans notre point entretien, on verra la liste des choses à faire en octobre. Et plus particulièrement, le passage des structures d'été aux structures d'automne-hiver. Et enfin, je vous donnerai des recettes pour transformer vos récoltes. Allez, c'est parti pour un dimanche au potager santé. Alors, commençons par le point semis. En octobre, l'automne s'installe. On va donc pouvoir semer les légumes pour l'hiver et ceux qui resteront sous châssis ou au chaud jusqu'au printemps prochain. Donc, en octobre, on peut semer. On commence par le plein terre. La mâche, le radis, la laitue d'hiver, les épinards d'hiver, l'avoine, le blé, la caméline, la moutarde, les fèves, les pois. Sous abri, vous pouvez semer des choux-fleurs, des carottes. En pépinière, en godet, en motte ou au chaud, vous pouvez faire les poireaux d'hiver, l'origan, l'artichaut et les choux de manière générale. Comme on a déjà en fait semé des plants les semaines précédentes, on va devoir commencer à éclaircir. Si vous avez semé serré. Alors, comme par exemple la laitue, les épinards, les radis noirs et les carottes. Certains semis des semaines précédentes n'ont pas germé, comme les carottes. Soit les graines ont pourri en terre, c'est-à-dire qu'il y a eu trop d'humidité et la graine a pourri, soit elles n'ont pas eu suffisamment d'eau, ou trop de chaleur, ou pas assez de lumière, ou encore les fourmis ou autres insectes ont mangé les graines avant même qu'elles puissent germer. Et donc, on n'a plus rien. Donc, ah oui, il y a une autre possibilité, on pourrait avoir des graines qui n'étaient pas adaptées à la période et donc avec les températures qu'on a eues, la germination ne s'est pas produite. On pourrait aussi avoir des vieilles graines, on pourrait aussi avoir trop de cailloux et donc la graine n'est pas en totalité en contact avec la terre et donc elle ne germe pas. Donc dans ces cas-là, soit on ressème, on refait une tentative, soit on passe au semis en fait en godet ou en pépinière. Donc si on veut s'assurer d'une germination, utilisez plutôt du terreau pour semis et vous les faites en pépinière ou en godet. Ça vous permettra de les faire germer. Une fois qu'elles ont atteint le nombre de feuilles, en général c'est 3-4 vraies feuilles, vous pouvez les repiquer au potager. Alors, moi, à la vue du nombre de fourmis que je peux avoir dans le potager, franchement, ça m'arrive régulièrement que les graines que je sème en pleine terre, en fait, ne germent pas. C'est pour cela que souvent, en fait, je vais en fait semer en godet ou en pépinière ou en motte, parce qu'en fait, les fourmis adorent venir me voler mes graines. Ensuite, au mois d'octobre, on va retrouver, en fait, on constate souvent l'augmentation de l'humidité. Donc, il pleut beaucoup plus que les mois précédents et donc on peut avoir du mal à gérer en fait l'humidité de la terre, surtout après des grandes sécheresses comme on a vécu. Donc, le semis en godet, en motte ou en pépinière, ça reste quand même plus sûr si on a peu de temps à passer chaque jour en fait au potager pour s'assurer que la terre est suffisamment humide tout au long de la journée et qu'elle ait suffisamment de lumière pour pouvoir germer. Donc j'ai continué mes semis de laitue en motte, j'ai semé des poireaux en pépinière, j'ai rajouté un rang d'épinards et de radis noirs en pleine terre. J'ai relancé un semis de carottes aussi en pépinière et un semis de navets aussi en pépinière.
Et puis je vais continuer au fur et à mesure que la place se libère pour remplacer les plants par des engrais verts. Et donc je vais semer des pois, des trèfles, etc. Maintenant passons au point plantation. Alors, l'automne est la période de l'enracinement, donc de la plantation d'arbres, d'arbustes, de grimpants. Donc, on va pouvoir planter sur le mois d'octobre tout ce qui va être framboisier, groseillier, cassissier, mûrier, pommier, poirier, cerisier. Donc j'avais prévu de créer une zone fruitière, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai appris en fait il n'y a pas très longtemps qu'on allait devoir faire des travaux au niveau de l'évacuation des eaux de pluie. Je crois que c'est une mise aux normes parce qu'on a une vieille maison et donc du coup ils vont devoir casser certaines choses et donc ça sert à rien que je crée cette zone fruitière si c'est pour l'enlever dans 2 mois quand ils viendront faire les travaux. Donc cette année on ne créera pas de zone fruitière pour le moment. Mais bon, c'est pas grave, je vais prendre mon mal en patience. Mais vous, si vous avez la possibilité et l'envie de créer une zone fruitière avec les arbres que je vous ai cités, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou le mettre dans les commentaires, je vous enverrai les informations. Alors, ensuite, en ce qui concerne les légumes, fruits que l'on peut planter. Vous avez le chou d'hiver, l'oseille, le romarin, l'ail, l'oignon rouge d'hiver, les échalotes, les fraisiers, les stolons, toujours, on peut encore le faire. Et vous avez, je vous ai, non, c'est tout. Et, ah si, les fleurs. Et pour les fleurs, vous avez les bulbes de printemps, les pensées, les azalées, les rhododendrons, les griffes de muguet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, on va voir ensemble la plantation du romarin. Alors, ce pied de romarin a été déterré de chez mes parents parce qu'ils en avaient beaucoup trop. J'ai déjà un pied de romarin qui est en pot depuis presque 6 ans et là, il commence à donner des petits signes de fatigue. Il est plus aussi touffu qu'avant, etc. Donc là, je vais tester le romarin en pleine terre. Donc, en voyant ensemble la fiche de culture du romarin. Le romarin Rosmarinus officinalis de la famille des Lamiacées comme la menthe, le thym, la lavande, la sauge, la mélisse et l'origan. C'est un arbuste aromatique persistant utilisé comme plante condimentaire principalement. Persistant, ça veut dire qu'il a des feuilles toute l'année. Il est originaire des régions méditerranéennes. Il peut atteindre jusqu'à 1,50 m, grosso modo ma taille. Mais en moyenne, il faut compter 1 mètre. Il adore une exposition plein soleil avec un sol bien drainé, légèrement sableux et légèrement acide à neutre. Au niveau de l'espacement, si vous voulez en mettre plusieurs, il faudra compter 60 cm à 1 mètre entre chaque plant. Il est rustique, c'est-à-dire qu'il va tenir jusqu'à -15. Sa particularité, c'est que c'est une herbe aromatique populaire pour son parfum intense et son utilisation en cuisine. Il est également connu pour ses propriétés médicinales et ses nombreuses significations symboliques dans pas mal de cultures. On verra à la fin ensemble la symbolique du romarin. La culture est extrêmement facile. Elle est possible en pot et en pleine terre. Donc pour semer du romarin, ça peut se faire à partir de graines en intérieur au printemps ou en automne. Alors il est souvent plus courant de propager ou de multiplier le romarin par bouturage en prenant des branches saines. Il résiste à la sécheresse une fois bien établi, mais les 2 premières années, ou en tout cas la première année de croissance, il faut veiller à ce qu'il ait suffisamment d'eau. On le taille régulièrement pour le maintenir en forme et pour encourager sa croissance buissonnante. Les feuilles de romarin peuvent être récoltées tout au long de l'année, mais elles sont le plus aromatiques pendant la floraison au printemps et en été. Donc la floraison en fait du romarin se produit avec des toutes petites fleurs bleu pâle à lavande et on peut les remarquer au printemps ou en été. Mais là vous voyez avec le dérèglement climatique, on est en octobre et j'ai des petites feuilles, des petites fleurs de romarin sur mon pied de romarin en pot. Ces petites fleurs sont très attrayantes pour nos amis pollinisateurs. Alors, le romarin, on peut l'associer avec de nombreuses plantes au jardin. Notamment, vous pouvez l'associer à la lavande, le thym, la sauge, les légumes tels que la tomate, les pois, les haricots, mais aussi d'autres herbes aromatiques. Par contre, il faut éviter de planter en fait le romarin près d'une plante qui a des besoins très différents en eau. Le romarin n'a pas de grands besoins en eau, donc il faut le mettre à côté d'une plante qui elle-même n'a pas de grands besoins en eau. En termes de rotation, il n'y a pas besoin d'avoir de rotation sur le romarin et on appelle ça une plante pérenne.
c'est-à-dire qu'elle peut rester en place pendant plusieurs années. Elle n'a pas besoin d'être soumise à la rotation, comme les légumes annuels par exemple. Alors, voyons maintenant la plantation du romarin. La difficulté de planter un romarin dans le jardin, c'est de trouver un emplacement qui corresponde à ses besoins en soleil et en eau. Donc, on a quand même peu de plantes aujourd'hui, même si on est en train en fait de faire évoluer les choses, d'avoir des plantes dans ma région qui résistent à la sécheresse, puisqu'on a quand même en Seine-et-Marne, on a quand même un temps qui est assez humide, relativement humide. Donc, il faut trouver un endroit au soleil et qui a une terre bien drainée et qui a autour d'elle des plantes qui auront le même besoin. Donc, l'emplacement que j'ai choisi, c'est un emplacement qui est toute la journée au soleil et il n'y a pas de plantes autour, donc du coup c'est la première que je mettrai là. Donc les autres qui seront autour auront le même besoin d'eau. Si au début je voulais mettre le romarin avec les framboises, mais comme les framboises elles ont un sol qui doit ressembler à un sous-bois, alors que le romarin lui il aime la sécheresse, ça va pas correspondre. Donc j'ai choisi l'emplacement en plein soleil là-bas. Donc d'abord, je vais travailler la terre puisque dans cette terre, on n'a jamais rien cultivé. Donc je vais travailler la terre de manière à l'ameublir et permettre aux plants de pouvoir s'enraciner correctement. Donc je commence par faire tremper la motte. Je la mets dans l'eau. Pendant qu'elle trempe, moi, je vais creuser un trou qui est plus grand que la motte en largeur et de la même profondeur que celle où elle était dans le container si vous l'achetez, où là je vais regarder le niveau des racines et je vais faire en sorte que le début de la branche principale arrive au niveau du sol. Le trou ne doit pas être trop profond, il ne faut pas enterrer, on va dire, la branche principale trop profondément. C'est un arbuste, c'est pas comme un pied de tomate où quand vous l'enterrez sur la tige principale, vous avez des racines qui vont pousser. Là, ça va pas se passer comme ça. Ça peut faire pourrir le plant. Donc, on le met bien au niveau du collet. Une fois que vous avez fait votre trou, donc au fond, vous pouvez mettre un peu de compost, un peu de mélange, tout dépend de la qualité de votre terre. Vous allez mettre la motte, vous allez recouvrir en fait la motte. Vous allez bien tasser de manière à ce que les racines adhèrent bien et favorisent donc cet enracinement. Et la première année de plantation, vous arroserez uniquement en cas de sécheresse. Là, on vient juste de planter, donc là, on arrose pour que justement la terre et les racines puissent bien adhérer ensemble. Alors faites attention, s'il pleut beaucoup dans votre région, vous n'aurez pas besoin de l'arroser, d'accord? Donc surveillez un petit peu les pluies. Donc une fois que vous l'avez donc arrosé, vous pouvez pailler tout autour de manière en fait à faire que la terre et que le plant en fait s'acclimate bien. On va pouvoir commencer à récolter en fait le romarin prochainement. Là, on pourrait commencer à lui prendre quelques branches, mais on va le laisser tranquille. On va lui permettre d'avoir beaucoup de feuilles pour pouvoir faire beaucoup de photosynthèse et se développer facilement. D'ici quelques semaines, donc, on aura de nouveaux jeunes rameaux et à partir de là, on va pouvoir commencer à faire quelques récoltes. Alors maintenant, voyons ensemble la signification symbolique du romarin dans les différentes cultures à travers l'histoire. Alors, vous avez dans la Grèce antique le romarin qui était associé à la déesse de l'amour, Aphrodite. Et on croyait que le romarin symbolisait l'amour et la fidélité. Donc on avait les jeunes mariés qui portaient souvent en fait des couronnes de romarin lors de leur cérémonie de mariage. Dans la mythologie romaine, les anciens Romains, eux, considéraient le romarin comme un symbole de la mémoire. Ils l'utilisaient souvent, en fait, pour faire des couronnes, pareil, de romarin, pour honorer les dieux, et ils les mettaient, en fait, lors des funérailles. Donc c'était souvent, en fait, un symbole pour se souvenir des êtres chers décédés. Au Moyen Âge, en Europe, le romarin était associé à des croyances de protection contre les mauvais esprits. On croyait qu'en portant une branche de romarin ou en le plaçant cette branche dans la maison, on pouvait éloigner les mauvais esprits. Et les mauvaises énergies aussi. Et les maladies. Alors par contre, pendant la Renaissance, le romarin a été utilisé dans les poèmes, dans la littérature. C'était un symbole d'amour, de fidélité, et il était aussi également utilisé dans les rituels de purification et de guérison. En Angleterre, le romarin a traditionnellement en fait porté lors des mariages pour symboliser l'amour et la fidélité du marié envers la mariée. Donc on plaçait souvent en fait dans les couronnes de mariage ou dans les boutonnières du marié ou de l'assemblée.
Dans la religion chrétienne, le romarin a également été associé à la Vierge Marie dans la pure tradition chrétienne. On dit que Marie aurait étendu son manteau sur un buisson de romarin, ce qui aurait donné aux feuilles leur couleur bleu-vert. Donc ça serait pourquoi les fleurs ont cette couleur-là. Donc le romarin a été considéré comme béni et porteur de protection pour les chrétiens. Dans la tradition méditerranéenne, le romarin a longtemps été considéré comme un symbole de bonheur, de santé et de prospérité. On le trouve souvent planté près des maisons pour apporter la bonne fortune. Donc vous l'avez compris, le romarin est associé à de nombreuses significations et symboliques positives, telles que l'amour, la mémoire des êtres chers, la protection, la fidélité, la prospérité. Peu importe les cultures et tout au long de l'histoire. Alors, je pense que sa symbolique forte est certainement due à ses nombreuses vertus qui en font un incontournable de la pharmacie naturelle. Alors, le romarin peut être utile dans les cas de digestion difficile pour réduire les flatulences, les irritations et les ballonnements. Il va aussi également faciliter la digestion en stimulant les sécrétions gastriques, donc le suc gastrique. Ce sont des outils que le corps fabrique pour digérer les aliments et on les appelle donc les sucs gastriques. Ils vont découper en tout petit les aliments pour pouvoir en extraire les nutriments et les micronutriments. Le romarin va donner l'appétit, mais vous inquiétez pas, uniquement si vous l'avez perdu. Ça ne va pas vous donner envie de manger plus si vous n'avez pas de problème d'appétit. Le romarin est également cholagogue ou cholérétique, c'est-à-dire qu'il va aider à la sécrétion et à l'évacuation de la bile dans votre corps en complément par exemple d'un traitement d'insuffisance biliaire. Le romarin est également mucolytique et expectorant. En gros, il aide à dissoudre les mucus contenus dans les poumons, dans le nez ou même à les évacuer. C'est pour cela qu'on l'utilise en cas de bronchite, de sinusite ou de rhume. En usage externe, c'est la même recette qu'en décoction pour l'usage interne, mais cette application est externe. Donc on va l'appliquer sur des compresses ou en lotion. Et dans ces cas-là, le romarin aidera à la cicatrisation, soulagera les démangeaisons liées à l'eczéma, aux prurites et aux mycoses. En usage aussi interne, c'est-à-dire en consommation, vous pouvez très bien fabriquer cette décoction et vous en servir en fait de base pour faire un smoothie, par exemple avec les framboises du jardin. Ou encore, vous pouvez cuire du riz pour faire un riz au lait. Ou carrément cuire vos pâtes et rajouter dans l'eau des pâtes cette décoction. Donc vraiment, le romarin est un indispensable du jardin avec une culture extrêmement facile qui est parfait pour les débutants en jardinage. Donc plantons du romarin. Maintenant, passons au point entretien. Alors, vraiment, l'automne, c'est la période de l'année. On doit avoir une attention particulière pour la terre. On l'a usée au printemps et en été. Donc là, notre rôle, c'est vraiment de travailler sur la texture et sur la qualité nutritive de la terre. On en a parlé les semaines précédentes. Vous avez les engrais verts, les mulches nutritifs pour pouvoir justement aider la terre à se rebooster. Au fur et à mesure que les plants de légumes d'été vont péricliter, à cause des températures qui vont baisser et la luminosité également. Vous avez vu maintenant à 20h il fait presque nuit. Ça me fout le cafard moi. C'est quand il y a à cette période-là, quand la luminosité descend et que en fait on regarde, il est 21h30 dehors et qu'en fait il fait déjà nuit, on se dit ah ouais demain c'est Noël. Voilà. Bref, revenons à notre point entretien. Donc, dès que les légumes d'été vont péricliter, on va du coup les retirer au fur et à mesure, puisque le mois d'octobre, en fait, c'est un mois charnière entre la fin des cultures d'été et le début des cultures d'automne. Donc là, on va avoir un mois d'octobre quand même assez beau, d'après ce que nous dit la météo. Donc on va, je pense, tout au long des semaines d'octobre, enlever les pieds au fur et à mesure. Et on va aussi enlever les structures. Alors sur les parcelles qui ne vont pas accueillir de nouveaux légumes, on va les mettre au repos. C'est-à-dire qu'on va travailler la terre, on va y rajouter en fait du compost, du fumier et ensuite on va venir pailler. Et donc on attend et la terre comme ça va pouvoir se régénérer. Donc on a deux options, soit effectivement on met les parcelles au repos, donc, ou alors on sème des engrais verts. Alors octobre, c'est aussi le mois où débutent les gros travaux au potager. C'est la saison où on va commencer à créer de nouveaux bacs, revoir la disposition et la circulation et l'accès au potager. On va optimiser le potager en fonction des expériences qu'on a vécues pour la saison du printemps et de l'été.
Donc en gros, en octobre, ça donne le go de tous les gros travaux qu'on peut faire au potager. Ça donne aussi le go de la création d'un potager. Donc moi, j'ai commencé, enfin, j'ai repris l'aménagement du potager que j'avais arrêté en fait au début du printemps. Et j'ai continué la création du nouveau bac avec un nouvel accès pour aller au potager, un nouvel escalier. Alors pourquoi je fais ça au-delà de rendre le potager plus esthétique? Je fais ça parce que pendant la période du printemps et cet été, j'ai pu constater que certains légumes comme les salades sont montés en graines tout de suite puisque le potager est au soleil toute la journée, quasiment. Donc j'ai voulu créer une zone qui me permet en fait de pouvoir avoir certains légumes vu les conditions climatiques qui évoluent et qui changent. Donc je m'adapte et je crée de nouvelles zones qui seront plus adaptés à certains types de légumes, comme par exemple les salades, ou même certaines plantes qui ont besoin d'être ombragées pour éviter d'avoir les feuilles qui brûlent. Le double avantage, c'est que ça me permet d'augmenter ma capacité de culture et donc de récolte. Donc l'aménagement va se faire en plusieurs étapes. Je vais d'abord installer les palettes que j'ai récupérées aux encombrants en venant creuser pour les mettre. Je vais venir dedans mettre des sacs de terreau pour éviter que la tombe ne tombe à travers les palettes. Et ensuite, au fond, je vais déposer en fait du bois broyé, le BRF, avec des morceaux de bois broyé. Dès que je récupère du bois mort de la taille des arbres, des arbustes, en fait, je le broie et je le garde en sac. Et je l'utilise principalement pour pailler ma zone de framboise, pour reconstituer en fait un peu un sol comme on pourrait le retrouver dans les sous-bois. Ensuite, une fois que j'ai mis ce bois broyé, je vais mettre de la terre, du mulch nutritif entier. Je ne vais pas le découper parce que j'ai besoin qu'il se décompose un peu plus lentement. Je vais rajouter du paillage, encore de la terre, je vais tasser, paille, terre, etc. Vous pouvez mettre de la tonte de pelouse, vous pouvez mettre les feuilles mortes, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, je vais recouvrir une dernière fois de terre. On va rien planter pour le moment. On va attendre que ça se tasse un petit peu et puis on recouvrira de paille pour protéger la terre pour qu'elle puisse rester humide et que la paille commence à se décomposer et on pourra planter au printemps ou même pendant au début de l'hiver quelques plantes. Et ensuite, l'escalier que vous voyez, je viendrai le recouvrir de sacs de compost et par-dessus, je mettrai des petits cailloux blancs comme j'ai mis en fait sur le haut du potager. Alors, au vu des températures et de ce qui se passe la journée, il est possible en fait de pouvoir rallonger la durée de récolte de certains plants de légumes d'été. Et pour ça, en fait, il va falloir ajouter des protections, des tunnels, ce genre de choses. On peut en fait rhabiller ou habiller en fait un bac pour en faire une mini-serre. Donc les nuits sont trop fraîches, même si les journées ont des températures quand même d'été. La nuit, on descend en dessous des 10 degrés. Et donc vous prenez le plant de tomates, il a du mal en dessous de 15, en dessous de 12. Donc quand je regarde la météo, je vois bien qu'on va avoir des journées avec des 27 ou des 26 degrés. Et ensuite, ça va être la dégringolade. On va passer sur les 18 en journée et 8 en nuit en moyenne. Donc, pour pouvoir faire en sorte que mes plants de tomates, par exemple, résistent un max et avoir peut-être 2 semaines de récolte supplémentaires, je vais venir en fait créer des mini-serres et chaque soir, en fait, je vais venir recouvrir en fait par un voile d'hiver ou un voile hivernage en fait mon carré de manière à protéger un maximum mes tomates du froid. Mon objectif, il est double. Si je permets aux plants de tomates d'avoir de plus de récoltes jusqu'à fin octobre, ça me permettra donc de faire un maximum de conserves. Donc, quelle transition pour passer au point récolte. Alors, en termes de récolte, on est au max. C'est vraiment la période où tout donne. On a tomates, fraises, framboises, basilic, aubergines, concombres, aromates, etc. Et puis, en fait, tout dépend de ce que vous avez semé ou planté au potager. Donc, on se régale et on va pouvoir faire des conserves. Alors, aujourd'hui, je vous donne une recette de la conserve de ratatouille. Alors, je dis une recette parce qu'il y a autant de recettes de ratatouille que de cuisiniers ou de cuisinières. Donc, je vous donne un exemple. Après, à vous de la customiser ou de la ranger en fait suivant vos besoins.
Alors ce type de conserve, moi j'adore puisque ça peut me servir de plat, d'accompagnement pour un plat ou de base pour faire des feuilletés à la feuille de brique et par exemple au frais, de faire des tartes salées, etc. Ensuite, je vais vous mettre une recette de petits pots pour bébé. Oui, les petits pots pour bébé. Alors faites bien attention à bien respecter les étapes au niveau du nettoyage des légumes, au niveau aussi de la stérilisation, puisque là on est sur une population de consommateurs à risque, donc on fait vraiment très attention. Alors si vous avez des bébés dans votre entourage, moi je vous conseille d'offrir aux parents un panier garni avec toutes les conserves de pots pour bébé. Vous ne pourrez pas leur faire plus plaisir. Déjà parce que, ça coûte cher, un bon pot de purée de légumes pour les bébés. Et en plus, si les parents avaient dû le faire, ça leur aurait pris du temps. Donc vous leur offrez un gain d'argent, un gain de temps et surtout une qualité incomparable de petits pots. Alors, ma grand-mère Marguerite m'avait initiée à cela à l'âge de la diversification pour les enfants. Elle était venue avec un pack entier pour pouvoir tenir 3 mois. On avait aussi bien les purées, on avait les desserts, enfin voilà. Et ça m'avait vraiment soulagée. Et vraiment, je vous assure, si vous avez des jeunes parents autour de vous, n'hésitez pas et faites-leur ce cadeau, ils vont adorer. En parlant de compote, je vous mets la recette de la compote de rhubarbe en conserve. Alors ce type de dessert peut servir de dessert en lui-même. Vous pouvez vous en servir pour faire un crumble, pour faire une tarte, accompagner un riz au lait, par exemple. Vous pouvez aussi la customiser et rajouter par exemple des fraises. Donc j'en profite aussi pour vous rappeler que l'automne qui s'installe, il faut emmagasiner un maximum de vitamine D pour pouvoir passer l'automne en plein hiver et être en forme. La vitamine D, elle va se synthétiser en partie grâce au soleil et aux capteurs qu'on a dans la peau. Donc on n'hésite pas, on prend le soleil. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a presque 70% des adultes en France qui ont une carence en vitamine D et entre l'automne et l'hiver. Et la vitamine D a un impact sur vos humeurs, sur votre fatigue, sur votre santé de manière générale. Donc, on prend le soleil. La vidéo arrive à son terme. Je vais vous laisser liker et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve bien évidemment dans les commentaires pour discuter. Je vous laisse avec des images du potager. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!